Contre-courant, épisode 2, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour ce deuxième numéro de l'émission Contre-courant. Cette semaine avec Nastéo qui nous rejoint, qui n'était pas là la semaine dernière, et Omar et Antoine qui sont absents aujourd'hui. On retrouvera probablement à la prochaine émission. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière. On avait prévu de parler de plusieurs sujets, mais les événements nous ont un peu rattrapés. Je parle bien sûr de la mort de Quentin Durand, qui est un militant fasciste de 23 ans, qui était passé par l'Action française, par différents groupuscules fascistes, et qui est mort le 14 février dernier, en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon, à l'IEP de Lyon, à la suite d'affrontements entre militants néofascistes qui étaient venus pour soutenir le collectif Némésis et perturber la conférence de Rima Hassan, et des militants antifascistes. À la suite de ça, il y a eu 11 mises en examen pour différents motifs, notamment homicide volontaire. Et il y a eu, on enregistre l'émission le lundi 23, il y a 2 jours, une mobilisation néofasciste à Lyon, organisée pour rendre hommage à Quentin Durand. On va commencer peut-être par un petit tour de table. Je voulais vous demander quels mots vous vouliez mettre, vous, personnellement, sur ce qui s'est passé, sur cette séquence. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de narratifs différents qui se sont affrontés pendant cette période. Donc, comment vous avez vécu cette séquence et quels mots vous voulez mettre dessus? Je commence par toi, Nastéo. Yes, merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette séquence. Alors, quels mots je mets dessus? J'en mets plusieurs, malheureusement. D'abord, je ne suis pas étonnée parce que si ce débat est possible aujourd'hui, c'est parce que le glissement, il a déjà démarré depuis quelques années. C'est toutes les digues qui ont sauté qui permettent aujourd'hui sur un plateau de pouvoir mettre sur un même alignement le RN et d'autres partis de gauche et de mettre un égal entre LFI et RN, ce qui est inconcevable. Mais comme on a permis ça depuis un moment, donc forcément, on en arrive à des sujets décomplexés. Donc en gros, on a déplacé le tonton du barbecue du dimanche un peu raciste sur un plateau télé. Et ça, forcément, ça permet sous prétexte de débattre de tout. Donc ça amène d'abord, je suis pas étonnée, mais par contre, ça amène pas mal de questionnements, nous, sur comment on doit reconstruire ces digues-là et ces boucliers-là, qu'elles soient à notre mesure. D'abord, ça m'a questionné énormément sur ce que nous vivons sur les municipales, de renforcer nos mesures programmatiques justement pour prendre en compte tout cela, pour se dire que les villes de demain, en fait, on doit recréer des remparts anti-extrême droite dans nos villes. Moi, je milite aujourd'hui à Stein, donc on porte une liste citoyenne de gauche, et en fait, les samedis et les mercredis, étonnamment, le RN tracte tranquillement au marché de Stein, à côté de la mairie. Voilà, avec des flyers, des t-shirts écrits RN en gros. Donc voilà, donc les fachos aujourd'hui font politique dans nos rues avec nos méthodes. Voilà, donc déjà ça, et donc ça c'est inconcevable. Donc on essaye de les repousser, de les virer un maximum. Mais ça devient, j'ai envie de dire, le marché devient un épiphénomène en fait, parce qu'ils se retrouvent à faire du porte-à-porte, à ouvrir des débats de palier dans lequel non seulement le racisme est décomplexé, mais la haine de l'autre en fait est nourrie directement, un peu avec ce format où non, mais je suis chez moi, donc ce que je dis est quelque part un peu de l'ordre du privé, donc je peux me permettre de dire un certain nombre de choses. Et donc tout ça, c'est tout ce glissement à la fois médiatique, journalistique qui a amené qu'aujourd'hui on se retrouve j'ai envie de dire, je veux plus parler de banalisation ou de normalisation des discours, c'est qu'en fait on les a mis tout simplement dans une thématique qui devient classique. On peut exprimer ce qu'on pense parce que il n'est tout à fait pas dangereux ou honteux de penser cela. Et donc forcément, déjà nous, ça nous a questionné dans notre chair, donc de se dire comment demain on fait en sorte que le programme que nous portons, que le sujet que nous portons, fasse en sorte qu'on fasse des interdictions, des arrêtés municipaux demain s'il faut, pour refuser, par exemple, des manifestations de ce type-là dans nos villes, faire en sorte de fermer et de refuser, par exemple, l'installation de groupes de ce type-là dans nos villes, renforcer les lieux, pour protéger les plus exposés
disposer des lieux associatifs, renforcer des collectifs antiracistes, antifascistes dans nos villes. Donc, accompagner l'installation de ce type d'associations, des tiers-lieux féministes, LGBTQI+, syndicats qui renforcent tout cela. C'est qu'en fait, pour nous, on a renforcé notre programme, et c'est vrai que déjà, c'était évident pour nous que forcément, être à la gouvernance de ville, donc avec nos valeurs de gauche et notre ancrage terrain antiraciste, décolonial, anticolonial, forcément, on avait pensé notre programme dans cet ordre-là. Mais en fait, l'actualité, tout de suite, on s'est dit non. En fait, c'est évident que nous, on l'est. Mais comment on fait d'une évidence la ville de demain? Et donc, on a renforcé notre programmatique. Comment demain, on fait en sorte qu'on ait des groupes antiracistes dans notre ville? Comment on fait qu'il y ait des antifastins demain? Comment on fait pour qu'il y ait des tiers-lieux qui permettent d'accompagner l'émancipation de toutes ces idées-là? Et en fait, comment on banalise nous, de notre côté, l'antiracisme? Parce qu'en fait, ce qu'on arrive aujourd'hui, c'est qu'on diabolise l'antiracisme. Comme si, en fait, être nazi, c'est juste fun, tu vois, c'est trop bien. Et donc, nous, on a pensé notre programme maintenant. Comment on fait en sorte pour banaliser l'antiracisme? Comment on fait en sorte pour banaliser le fait de reconstruire des villes remparts et antiracistes, décoloniales et anticoloniales? Voilà. Et donc, c'est passé par plein de mesures. Et donc, voilà un peu ce que je pense et ce que je ressens aujourd'hui. C'est pas étonné, mais ça nous a questionné pour nous renforcer encore plus sur notre ligne antiraciste. Et en plus, dans ce qui est à notre portée, c'est des mesures programmatiques qu'on peut défendre aujourd'hui, dans quelques semaines, les 15 et 22 mars prochains. Oui, on pourra revenir justement tout à l'heure dans une seconde partie sur les conséquences politiques, notamment sur la campagne des municipales que tu mènes à Stein. Mimosa, comment t'as vécu cette période? Déjà, j'admire, et je pense que c'est vraiment important de le faire, l'espèce de message le message d'espoir que nous donne Nastéo. Je pense que c'est super important. Moi, je pense que c'est essentiel dans la période, en fait, d'avoir de l'espoir et de convaincre les nôtres autour de nous qu'en fait, c'est possible de faire, de créer un front antifasciste, antiraciste, et tout ce qu'on y met derrière d'émancipation et d'espoir d'autre chose. Donc ça, c'est le premier truc à dire, à mon avis. Après, sur la séquence, je sais pas, plusieurs choses à ajouter. Un, évidemment pas étonné. On le voit et on en parlait, on en parle depuis maintenant plusieurs années, et maintenant, et vraiment ces derniers mois, on le voyait. On a eu la dissolution et la séquence de la dissolution en 2024. Évidemment qu'on n'est pas étonné par le déplacement du débat et des digues qui sautent. Après, moi, là où il y a deux choses, à mon avis, qui se sont quand même modifiées par rapport à ce qui se passait avant, pour moi, c'est le déferlement de violences matérielles et sur les personnes qui se mobilisent, qui se battent par des groupes d'extrême droite partout en France, que ce soit la déferlance d'attaques de permanence LFI, ou d'attaques de centres LGBT, ou d'attaques racistes. Là, on est dans un déferlement. Encore hier soir, j'apprenais qu'en fait, il y avait des militants à Tours, des jeunesses communistes qui avaient été agressés par des fascistes. Voilà, c'est plein de trucs. J'ai l'impression que tous les jours, en fait, on apprend une nouvelle agression de la part de fascistes. Et que, ce qui change, c'est que quand même, il y a une vidéo que vous pouvez voir du Média Brut, où on voit les attaques des permanences LFI. Ça se fait à visage découvert. Donc, ça veut dire qu'ils sont au point d'attaquer à visage découvert, comme s'ils étaient en toute impunité. Donc, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est modifié par rapport à ça. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, moi, pas étonné, évidemment, de la séquence politique. Finalement, pas étonné de ce que raconte le Parti socialiste. Franchement, j'en attendais pas rien. Mais par contre, quand même, assez étonné de voir à quel point on n'a pas la tête froide à gauche. J'ai envie de dire, dans notre gauche. Ça, c'est étonnant pour moi. Et étonnant d'avoir aussi facilement accepté la minute de silence à l'Assemblée. Et je veux dire, à titre personnel, je dis même plus en tant que militante, même si évidemment c'est lié, mais en tant que petite fille de déportée, j'ai été hallucinée de voir quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça touche dans l'âge. Il y a quelque chose pour les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de personnes qui ont été déportées dans les camps. Franchement, c'est d'une violence de voir un néo-nazi
célébré à l'Assemblée nationale, on le dira jamais assez, mais je pense que ceux qui ont accepté ça, y compris à gauche, désolé, je comprends pourquoi on en arrive là, je comprends, mais franchement, c'est d'une violence sans nom. Léonie, comment tu vois cette période? Alors effectivement, il y a pas un étonnement puisque nous, comme on est quand même, je dirais, des militants assez avertis, on dénonce depuis un moment la fachosphère médiatique, bollorisée, des chaînes d'opinion et non plus des chaînes d'information, mais surtout en fait cet aspect, je dirais quand même, qui reste consternant et sidérant sur des narratifs qui ont pu être repris sur ce que je trouve moi être une inversion des normes et des valeurs par ailleurs. Euh, euh, c'est questionnant et en même temps c'est effectivement très alertant. C'est ce que nous, je pense, on se dit tous sur ce relent pétainisme qui revient en France de cautionner des rassemblements et où et comme tu disais, il y a eu cette minute de silence qui est juste, qui est à vomir. C'est-à-dire que là, on revient effectivement dans des temps et qu'il faut pas oublier ce qui a été aussi l'histoire de France. Je trouve que par moment, il y a une amnésie aussi sur le fait que la France, avec notamment le régime de Pétain, a collaboré avec le régime nazi et qu'on arrive à un point hallucinant où on met sur le même pont, sur le même la même ligne là. Un mouvement politique là, il est LFI, avec effectivement le Rassemblement national, alors qu'on sait très bien que c'est antinomique et qu'ils ne partagent pas du tout les mêmes valeurs et que c'est laissé faire aussi par une partie effectivement de politique. Je crois aussi que c'est, comme disaient Nastéo et Mimosa, un moment aussi où on se retrouve et on se relie pour redire les solidarités. Et enfin, je terminerai par, dernièrement, à la bibliothèque, j'ai emprunté un livre pour mon fils qui s'appelle Le Vivre ensemble. Et j'aimerais bien, en fait, le mettre dans les mains parce que celui-là, il est vachement bien fait. Il rappelle des choses qui ont du sens, liberté, égalité, fraternité, ce qu'on cautionne pas. Et là, on arrive à un moment où il y a des violences qui sont en train de se faire avec un narratif qui a été utilisé et repris par la presse sans aucun travail de fond. Sur aussi ce côté un peu bling-bling qui semble être accepté de la part de fachos de tout genre, hommes et femmes. Et l'important, c'est effectivement de se relier, de se retrouver et des solidarités. Et je pense qu'il faut aussi savoir dire à certains partis politiques qui ne sont pas à la hauteur de la période et voire même en sont complices pour régler, moi j'ai l'impression, leur mésentente entre eux. Parce que là, en fait, voilà, ça devrait pas. C'est inacceptable. Le gouvernement a une responsabilité totale et encore même la déclaration d'Amélie Montchalin est très inquiétante. Donc oui, c'est concernant. Ça rappelle aussi les valeurs de la solidarité et que nos luttes, elles sont. On reprend le flambeau sur des luttes et qu'elles sont nécessaires et qu'elles ne doivent jamais s'éteindre. Et je pense qu'on est plusieurs, beaucoup d'anonymes en fait, à lutter contre ce fascisme et qu'il faut continuer, poursuivre, amplifier et ça part aussi de parler avec son voisin de ce qui se passe. Voilà. Alexis, quel mot tu mettrais sur cette séquence politique? Bon, j'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tu nous demandes des mots, moi je me suis dit à la fois ça devait arriver et c'est quand même une catastrophe avec un seuil de fascisation qui avance, il y en a plein et cette montée de la violence d'extrême droite nous effectivement comme on est militants assez formés, en alerte, on s'inquiète mais c'est quand même pas quelque chose qui était vraiment très pris au sérieux par beaucoup de gens, y compris proches de nous. Et donc voilà, c'est quand même faut prendre de la mesure quoi. Donc le deuxième mot c'est voilà solidarité avec toute la répression, les violences, les intimidations des antifascistes, de LFI, de l'antiracisme politique. Bon et donc ça va produire des effets à moyen terme. Et en même temps, bon pareil, il faut avoir la pêche, il faut pas se résigner le truc de ça devait arriver et un peu on vous l'avait bien dit quoi, c'est aussi un truc
faut faire gaffe. On vous l'avait bien dit, mais donc soyons plus nombreuses et nombreux à le dire et à s'organiser. Et donc moi tout de suite c'est comment on fait pour avoir un antifascisme qui soit de masse, qui soit démocratique, qui soit aussi pas viriliste, qui soit aussi qui permette de discuter, etc. Et aussi de se former collectivement. On en parlera certainement aussi, hein, tout ce qu'on dit depuis quelques années sur il faut se former à l'autodéfense, il faut se former à comment on désescalade la violence, mais comment on se défend matériellement, etc. Tout ça, ça devient vraiment des questions hyper importantes et urgentes. Pour revenir sur les conséquences politiques, il y a quelque chose qui m'a marqué, je voulais avoir votre avis là-dessus. J'ai l'impression que depuis 10 jours, que l'ambiance néofasciste qu'on a senti, j'ai eu l'impression que elle n'a pas été tant liée au groupuscule fasciste, parce qu'on a pu voir, il y a eu, je parlais de la mobilisation à Lyon, où il y a eu 3000 néofascistes qui ont défilé, il y a eu à Rennes quelques dizaines de personnes. J'ai l'impression que cette ambiance, elle a été surtout causée par le gouvernement, par les partis, certains partis de gauche qui s'en sont pris immédiatement à la France insoumise. Elle a été causée évidemment par les partis de droite avec des remarques sur les filles qui étaient anti-France, enfin avec des relents comme ça de pétainisme. Voilà, mais j'ai eu cette impression-là. Je sais pas comment vous avez vécu ça, Léonie? Oui, c'est la question du narratif. Je pense qu'on est quand même plusieurs à être des militants antifa qui ont toujours su ou connu ce qui se passait à Lyon. Et effectivement, c'était ça, c'est un peu la sidération de voir que un narratif a été donné, relayé. Et effectivement, ça a participé, je suis d'accord avec toi, à l'effet anxiogène, où ça a pris une proportion. Là où nous, on a essayé tous, je pense, de garder la tête froide en disant, attends. Et donc, quand les vidéos sont sorties, d'un seul coup, voilà, on souhaite jamais que quelqu'un meure, c'est pas. Mais quand Quentin Desranques, du coup, meurt, c'est que on a l'impression que cette première vidéo, que c'est lui en fait qui est finalement, j'ai envie de dire, en civil, et finalement, on se retrouve 2 semaines après à voir. Donc, je pense que les gens ont aussi pris cette température-là, mais en fait, c'était une bande organisée de fascistes qui ont décidé, en marge, d'aller s'attaquer à des gens qui sortaient d'une conférence, en gros. Voilà, donc ils l'ont dépeint en jeune homme qui fait la messe en latin, catho, converti, royaliste, non violent, philosophe. Et donc dépeint aussi, je trouve, qu'il participe à cette espèce d'image lisse du néofasciste ou du royaliste qui est non violent, alors qu'en fait, ils sont violents. Et ça, on ne cessera de le dire. Et c'est ça. Et effectivement, je pense que c'est... Pourtant, moi, j'ai pas la télévision, tout ça, mais rien que les réseaux sociaux m'ont permis de comprendre effectivement ce côté anxiogène où j'ai dit, mais il va peut-être falloir quand même qu'à un moment donné, ça redescende, que les vérités soient dites. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, dans le cadre de la campagne, t'as ressenti depuis une dizaine de jours? Est-ce que t'as l'impression que le climat a changé, que le regard sur les militants antiracistes notamment a changé? Alors oui, déjà, je vais rebondir sur le premier point. Moi, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que en fait, on est arrivé à ce que du coup on répète en boucle le nom et le prénom de Quentin, qu'il ait cette image, cette humanisation face à toutes les victimes de l'extrême droite, face à Ismaël encore en janvier dernier. Donc moi, pour ma part, donc j'ai fait le choix de n'absolument rien relayer. Pour moi, la violence et l'extrême, elle ne vient que de l'extrême droite. Vouloir créer l'antifascisme comme un nouvel extrémisme, pour moi, c'est non. Donc forcément, ce narratif-là, j'ai passé plutôt mon temps à relayer la liste des victimes de l'extrême droite et à ce que ce soit plutôt leur nom qui rentre dans l'histoire et pas celui du fascisme. Et donc ça, c'est mon premier engagement, faire en sorte que ce soit ces noms-là qui ne cessent de résonner plutôt que d'autres. Et enfin, sur le terrain, il y a aussi ce sujet qui ressort que la gauche serait dangereuse à gouverner, dangereuse parce que l'antiracisme et l'antifascisme est quelque chose de violent.
Et donc, souvent, je prends beaucoup de temps, où avant, on était dans notre éducation populaire à plutôt parler de démocratie, à lutter contre l'abstention, des choses comme ça. Et bien là, je prends plus de temps à rappeler ce que sont les fondements d'un État fasciste. Et donc, c'est ce qu'est la remise en question de la démocratie et des piliers de la démocratie. Et donc, forcément, à rappeler qu'avoir en gouvernance des partis maintenant, pour moi, tout l'ensemble de la droite est fasciste. Tout l'ensemble de la droite remet en question les fondements du droit et l'état de droit, donc celui des élections qui sont aujourd'hui possibles face à des élections de 2024 qui ont été volées par exemple, et donc je passe mon temps à rappeler quelle pourrait être notre liberté de circuler lorsqu'aujourd'hui donc on sort d'abord d'un débat sur le voile encore une fois à l'Assemblée, on glisse légèrement parce que tout cela arrange les narratifs sur la question de l'antiracisme extrémiste, donc forcément tout cela n'est pas sans rappeler que nos villes populaires sont aussi des sujets d'expérimentation des politiques d'extrême droite depuis maintenant une bonne dizaine d'années, sur la question des mères accompagnantes, sur la question de l'accès aux soins multilangues, parce que c'est ça que nous défendons aussi dans nos communes, que les CMS soient en multilangue, qu'on puisse avoir sur la question du logement la protection des plus précaires. Et donc tout cela, c'est sans rappeler que c'est pas du tout un des objectifs des États fascistes. Et donc demain, éviter que nos villes tombent sur donc des gouvernances de ce type-là. Et surtout que nous, ce qui est caractéristique à Stains, c'est qu'on a pas très loin dans la même circonscription le Blanc-Ménil, dont le directeur de cabinet n'est autre que le porte-parole de Reconquête, dont Sarah Knafo a quand même bénéficié de subventions de la ville du Blanc-Ménil. Et donc, forcément, nous, dire que le fascisme est à nos portes, c'est un peu compliqué. On va dire que le fascisme est déjà là, présent, distille et diffuse ses idées depuis déjà un certain nombre d'années. On a des villes expérimentales comme le Blanc-Ménil avec les fermetures d'associations de proximité au pied d'immeubles, par exemple. Et donc, forcément, pour nous, c'est très facile de prendre des exemples concrets et de rappeler aux gens à un moment où, par exemple, en 2020, le plus gros sujet de ma militance, c'était plutôt sur la question de l'abstention, sur la question de la politisation de nos territoires, sur tout cela, où aujourd'hui, la question, elle est beaucoup plus vitale, beaucoup plus dans nos chairs. Elle est comment aujourd'hui on se protège de toute forme de discrimination qui vont arriver avec la discrimination légitimée, parce que en fait, ça en revient encore à ce débat de fond, je n'ai que ça en ce moment sur le terrain, c'est la violence légitime de l'État. À quel niveau et jusqu'où va cette violence légitime-là? Aujourd'hui, lorsqu'on va brider la question du voile dans l'espace public, qu'est-ce qu'il en est de ce glissement de la laïcité version extrême droite? Qu'est-ce qu'il est donc de cette fermeture des associations qui luttent auprès des plus précaires, des plus discriminés? Donc qu'est-ce qu'on en est de tout ça? Et en fait, tout ça pour moi, c'est les marqueurs d'une gouvernance d'extrême droite. Et donc forcément, aujourd'hui, ça nous donne des éléments tangibles des effets de l'extrême droite sur nos chairs, tout le temps. On est dans un continuum de violence sur le terrain, mais tout le temps. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, je voulais te demander, Mimosa, moi j'ai eu des discussions avec des militants, des militantes récemment, notamment des personnes racisées qui, suite à la répression gigantesque qu'il y a pu avoir, notamment suite aux mobilisations sur Gaza, qui m'ont dit que dans la période, parfois, ils étaient obligés de s'auto-censurer, d'être un peu plus discrets sur certains sujets, de faire, en tout cas de manière générale, de faire beaucoup plus attention. Est-ce que ce climat à la fois de répression, on en a parlé déjà lors de la première émission, et en même temps d'action de plus en plus, comme tu le rappelais tout à l'heure, même à visage découvert de militants néofascistes, est-ce que c'est quelque chose, pas forcément dans ton collectif, mais au sein du mouvement social autour de toi, chez les militantes et les militants, que tu sens qui pèse suffisamment pour limiter parfois les actions, se censurer, etc. Je pense que c'est évident que ça nous touche. Je pense que ça nous touche tous là. Et par ailleurs, là, on voit bien que le climat, on a un moment où il touche potentiellement tout le monde, tout militant de gauche en fait peut être touché par la violence de l'extrême droite. Mais après, c'est évident aussi que il y avait des gens plus touchés depuis avant.
et que bon, maintenant on en est où tout le monde peut être touché et ça peut un peu tomber sur tout le monde, mais on sort d'une séquence où en fait des gens étaient déjà touchés. C'est-à-dire en particulier, on l'a dit à plusieurs reprises, et Nasdeo le rappelait par exemple, le meurtre d'Ismaël Ali qui s'est passé en janvier dans un silence assourdissant. Je veux dire des violences sur des personnes qui portent le voile, sur des militants qui subissent le racisme, ou par exemple avant la séquence de la mort du fasciste, on avait par exemple le centre LGBT de Lille qui a été 2 fois avant cette séquence qui a été tagué, fracassé, donc bien sûr que ça forme forcément un climat de peur et de violence. Pour moi la question, je sais pas sur la censure, bon, je pense que effectivement on voit bien, moi c'est vrai que je reste pas dans les réseaux sociaux quand il y a ce genre de séquences politiques. J'écoute aussi BFM TV pour savoir ce que les gens disent, et pour pas être juste dans mon milieu, dans mon algorithme, etc., on va dire. Donc j'essaye aussi d'écouter ce que disent l'idéologie dominante. Je pense que c'est important d'y répondre, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est à côté, quoi. Dans le sens où, quand on a tous ces trucs autour de la question de la violence, nous, qui sommes militants, on tombe à bas de notre chaise, parce que la violence première, évidemment, et c'est ce que rappelait Nastéo sur la violence légitime de l'État, dont personne ne dit rien, on est dans une situation où l'État est extrêmement violent, que ce soit dans les politiques racistes, structurelles qu'il mène, et à la fois dans son bras armé qu'est la police, quand même. Je veux dire, la violence policière est aujourd'hui extrêmement visible aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé avant, hein. Bien sûr que non. On a s'expérimenter chez nous avant de s'importer, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc elle s'est visibilisée après les sports. C'est pareil que à chaque fois, quoi. C'est-à-dire, ça touche certaines populations plus que d'autres, et puis à un moment donné, ça devient visible parce qu'elle touche l'ensemble, quoi. Mais donc, et nous, on tombe un peu à côté, parce que évidemment que la question de la violence, c'est un peu illusoire de penser que en fait, on va, face au CRS, tendre des fleurs. Il y a un moment donné, évidemment qu'il y a une forme d'autodéfense pour éviter que les nôtres soient touchés. Et donc, pour moi, évidemment qu'on est à la fois, on est à la fois dans une forme de peur, et dans ce sens-là, je pense qu'il faut renforcer. En fait, ce qu'il faut, c'est renforcer le collectif face à ça. Pour moi, c'est éviter que les gens soient seuls. Et en fait, il faut qu'on arrive, nous, qui sommes justement l'antifascisme, à ne pas tomber dans le piège de ce qui a été quand même le piège de toute une partie, pendant 2-3 jours, toute une partie de la gauche, d'en fait d'aller condamner ce qui s'est passé, sans en rien savoir par ailleurs, et aller mettre des militants antifascistes sous le bus. Et je ne le dis pas parce que je suis particulièrement proche de la Jeune Garde, etc. Pour moi, ce n'est pas ça la question. Pour moi, la question qui se pose, c'est vraiment la question de: est-ce que face à la violence des fascistes, à la violence de l'État, face à la violence de la police, est-ce que oui ou non, on pense que le mouvement ouvrier, le mouvement social, les nôtres, on peut se défendre? Et pour moi, la réponse, elle doit être à 100% oui, parce que sinon, la séquence qui va suivre va être particulièrement difficile. Si on commence à dire, oui, en fait, nous, c'est le pacifisme, etc., ça va être difficile de faire marche arrière. Ça va être difficile de se dire, en fait, il y a un moment donné, on va devoir tenir la rue. Pour moi, c'est essentiel. Et le deuxième truc, à mon avis, c'est de dire le soutien aux antifascistes, y compris les militants de la Jeune Garde. Pour moi, c'est essentiel. Et pour moi, la peur, il faut qu'on sorte de la peur pour justement renforcer nos rangs. Et après, il y a l'autre élément qui est, après, quel antifascisme on veut. Et là, on discute de qu'est-ce qu'on cherche à faire. Pour moi, ça doit être un front extrêmement large, populaire, féministe, etc. Pas celui de Glucksmann. Non, c'était ça. Pas oui, c'est sûr. Ouais, mais la question que tu poses, cette question de la violence politique et de la lutte antifasciste, elle est intéressante, parce que c'est effectivement une question qui est revenue plusieurs fois ces 10 derniers jours, mais qui est une question plus ancienne. Ça fait longtemps qu'il y a des discussions
à gauche sur l'aspect à la fois éthique de la violence de morale, éthique de la violence, des questions y compris stratégiques aussi. Comment tu vois, toi, Alexis, cette question du rapport à la violence politique, du rapport à la violence de l'État, des groupes fascistes, comme le rappelait Mimosa? Oui, bah déjà effectivement, ça va devenir une question centrale, importante dans la séquence-là et en fait depuis longtemps. Et le premier truc que je voudrais dire assez personnellement, c'est que moi, comme militant, on m'a formé, par exemple, à savoir quoi faire face à la violence des flics, de la police. J'ai été formé. Par contre, face à celle de l'extrême droite, j'ai pas été formé. Donc là, il y a un truc, et pourtant, je suis passé par plein d'organes associatifs, politiques, militantes, etc. Donc là, il y a vraiment un truc où il faut qu'on en discute, il faut qu'on se forme. Il y a toute une histoire. Il y a des exemples aussi aux États-Unis, là, par exemple, à Minnesota, par rapport à l'ICE, c'est intéressant, ailleurs et partout. Et il y a aussi les exemples ici. Après, bah, c'est un peu ce que disait Mimosa. On a peut-être en tête les trois violences. C'est quand même éclairant, dire la première violence. On cite ça souvent. C'est la violence institutionnelle, structurelle, du capitalisme, du patriarcat, du racisme structurel. Il y a la violence après, la contre-violence, qui est une autodéfense de notre camp face à celle-là. Et puis il y a la violence de la répression de l'État et des fascistes qui essayent d'empêcher et de supprimer en fait cette autodéfense. Donc vraiment, cette question de l'autodéfense, elle me paraît extrêmement importante. Mais donc, ça veut dire complètement d'accord. Solidarité avec celles et ceux qui, pour l'instant, et qui de fait sont en position, le font déjà, font cette autodéfense, bien sûr. Et en même temps, on peut pas déléguer. Moi, ce que ça vraiment me fait penser, c'est que cette question, on peut pas la déléguer à quelques personnes qui s'en prennent plein la gueule, qui éventuellement peuvent faire des erreurs, qui se retrouvent aussi dans des situations où ils et elles exposent leur vie, y compris, pour défendre les autres. Il faut que ce soit la question d'un peu tout le monde. Et en même temps, si c'est la question d'un peu tout le monde, bah ça veut dire que évidemment cette autodéfense, elle peut pas prendre les mêmes formes partout. Une des choses assez importantes, je pense, c'est de dire que voilà, les premières et premiers concernés par les attaques fascistes et par les attaques de l'État sont pas dans la même situation. Ils et elles restent beaucoup plus gros. Ils et elles peuvent être assassinés, peuvent aller en prison, etc. C'est pas le cas pour l'instant. C'est en train effectivement de devenir le cas pour, disons, toute la gauche, mais il y a quand même cette chose. Il y a une responsabilité particulière de celles et ceux dont je fais partie, qui sont pas les premières victimes du fascisme, les premières victimes et les premières cibles de l'État et du fascisme. Et après, si on se dit qu'il nous faut cette autodéfense de masse, démocratique, collective et tout, il y a plein de questions qui se posent. Moi je veux redire quand même, l'autodéfense, elle doit pas être militarisée, elle doit pas être viriliste, elle doit pouvoir être inclusive, elle doit pouvoir être aussi quelque chose qui prend en compte les différentes situations et les différents risques. Et en même temps, elle doit être débattue, discutée, y compris dans des endroits où on n'en discute pas du tout. Moi, je suis d'abord un militant syndical, on en discute très très peu. Il y a Visa, il y a plein de gens qui sont très bien, mais n'empêche que dans les collectifs syndicaux de base, on n'en discute pas. Et pourtant, je prends un exemple, on fait là dans ma fac un mois déconstruire l'extrême droite contre l'extrême droite, et évidemment qu'on sait qu'il y a peut-être, en plus à Poitiers, il y a pas loin l'Action française qui vient parfois, etc. On sait que voilà, mais pour l'instant, je pense par peur, par sentiment de pas être assez formé, en fait, la plupart des membres de ce collectif veulent pas trop en discuter pour l'instant. Et en même temps, on se rend bien compte que... Et donc, voilà, là, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un grand débat et de beaucoup de discussions, et donc aussi de lieux où c'est le cas. Et donc, c'est un des trucs, moi, que je voulais dire. Je pense qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle coalition, mouvement, organisation antifasciste de masse dans lesquelles on puisse discuter ça, se former, pas laisser les antifascistes réellement existants aujourd'hui tout seuls et toutes seules, etc. Désolée, est-ce que je peux intervenir sur cette question? Il y a deux trucs, à mon avis, quand même, que je voudrais dire, sur lesquels je suis pas complètement d'accord avec toi. Le premier truc, c'est, moi, je trouve qu'il y a un truc où, en fait, si aussi ces groupes-là sont aussi restreints aujourd'hui, que ce soit la Jeune Garde ou d'autres groupes antifascistes, parce qu'il y en a d'autres, c'est aussi parce que la dernière séquence, la gauche, de manière générale, n'a pas pris au sérieux la question de l'antifascisme. Et je pense qu'il faut aussi mettre
notre responsabilité sur la table, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas pris au sérieux la question de l'antifascisme. Les camarades qui disaient « attention, il y a un risque fasciste » les 15 dernières années, en fait, on leur riait au nez, on leur disait « le RN n'est pas un parti fasciste ». C'est ça aussi le débat qu'il y a eu à gauche, sans prendre en compte à la fois qu'il y avait une forme de fascisation de l'État et on l'a vu ces derniers temps-là. C'était assez clair quand même, on en arrive à la minute de silence à l'Assemblée, mais où on en avait des signes extérieurs par ailleurs à l'international, que ce soit avec la Trumpisation, que ce soit avec Bolsonaro au Brésil. Enfin voilà, je refais pas tout le truc, mais on voyait que c'était une possibilité quand même, que ça se passe différemment. Et l'autre élément sur le virilisme, bon, je pense qu'il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années, même si forcément il y a des formes de virilisme et tout dans l'antifascisme, mais je veux pas moi-même je l'ai critiqué, j'ai pas arrêté de le dire, etc. Ouais. Mais je pense qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits, y compris chez les camarades de la jeune garde. Je pense que je ferais pas assez mon rôle si je ne disais pas à quel point les Invertis et la jeune garde ont été liés, et c'est pour ça que, où ils ont été demandeurs, ces camarades, à la fois de faire des choses avec les Invertis, notamment sur la question de la transphobie, où ils ont demandé à avoir des billes parce qu'ils comprenaient que la transphobie était utilisée par l'extrême droite de manière importante dans la séquence, où on a organisé ensemble une conférence sur les 10 ans du mariage pour tous et qu'est-ce que ça avait changé dans l'extrême droite, où à plusieurs reprises, on avait invité Raphaël et Arnaud sur nos tables rondes. Donc moi, je suis OK pour dire qu'il y avait il y a des problèmes, mais après il y a un autre truc qui est pour moi et j'ai vu la tribune dans Libération autour de la question de l'antifascisme et du virilisme. Désolée, mais je trouve que c'est un mauvais procès pour le coup, alors que je pense qu'il y a des choses à discuter autour de nous, mais de faire croire que le féminisme ce serait un truc qui serait très pacifié, alors qu'au contraire l'antifascisme serait la violence et donc une forme de virilisme. Et moi je pense que ça, c'est effacer tout ce qui a été des traditions, y compris dans le féminisme, dans les luttes LGBT, dans les luttes antiracisme, y compris de l'utilisation de la violence. Et ça, moi, je suis désolée, mais je trouve que là-dessus, je trouve que la pente, elle est hyper glissante, et moi, je voudrais pas qu'on s'aventure là-dedans. Je pense, je rebondis un peu, et puis ça pose aussi la question de ce dont on voulait discuter sur le climat, sur le féminationalisme, le 8 mars, etc. Évidemment, ce que je voulais dire, c'est pas la même chose que cette tribune dans Libé que j'ai vue, hein. Et c'est intéressant que tu rappelles ce travail de la jeune garde que je ciblais pas particulièrement, mais à mon avis, cette question justement de déléguer à très peu de militantes et militants qui se retrouvent dans des situations très compliquées, cette autodéfense collective, elle produit des choses comme ça. Donc effectivement, moi, c'est pas une critique de ce qu'ils et elles ont fait maintenant ou avant. C'est intéressant que tu nous dises ça. Moi, je connais assez peu en fait les pratiques et la formation de la jeune garde. En revanche, il y a évidemment une question de tout ça, si ça devient une autodéfense de masse, s'il y a beaucoup plus de gens qui s'impliquent, et justement, c'est notre responsabilité. Tu disais la gauche, etc. Il y a une certaine gauche, on n'est pas étonné de la voir ici être opportuniste, essayer de prendre à peu près tous les arguments possibles pour instrumentaliser la situation, peu même que le font les médias. Et en même temps, il y a quand même un manque de formation collective et aussi un manque de responsabilité. C'est ça que je voulais dire, hein, la même chose que ce que tu disais là. Un manque de prise de responsabilité de tout notre camp qui délègue. Enfin, moi, je me suis vraiment dit ça, en fait. Je me suis dit, là, ils étaient quelques-uns à faire ça. Il y a eu la question des SO, etc., qui n'étaient pas présents et présentes. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que pour l'instant, peu de personnes veulent vraiment faire ce travail d'autodéfense collective, poser cette question, et ils sont bien contents qu'il y ait quelques, par exemple, chez nous, c'est des étudiantes et étudiants qui sont formés à ça, et que tout le monde laisse un peu tout seul, en fait. Et tout le monde est assez content qu'ils fassent ce boulot, sans qu'il y ait aucune discussion, aucun cadre collectif, etc. Et à mon avis, ça va conduire à plein d'autres catastrophes, plein d'autres problèmes. Et ce qu'on a besoin là, c'est que tout le monde se forme à ça, d'autant plus que, à mon avis, le risque, qu'il faut avoir vraiment en tête, c'est qu'il y ait un gouvernement fasciste dans 1 an. Et donc là, ça va vraiment libérer de la violence de rue, de la violence dans les boîtes, de la violence dans les quartiers, partout. Et là, il faut qu'on soit formé, quoi. Oui, moi je vous rejoins, c'est-à-dire que moi j'ai fait une fac d'histoire, et là toute cette semaine m'est revenue en tête
tous ces, toutes ces fois où la police ou l'État fasciste s'en est pris, soit à des militants ou autres, mais aussi aux formes auto-organisées qu'il y avait. Je veux dire, et il y en a eu beaucoup en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un manque. Et là, est-ce que c'est alors de un, effectivement, moi je suis d'accord, il faut arrêter il y en a beaucoup qui veulent cibler. Et ça, c'est pas bon pour aller responsabiliser des groupes, alors que c'est une affaire collective, en fait, le vivre ensemble, lutter contre les idées nauséabondes. Il y a aussi ce lien à faire avec les politiques libérales, le libéralisme et ce système monde qui individualise avec des modes que l'on voit arriver, influents. Et comme tu me disais, Mimosa, et ça, c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire qu'à l'autre bout de la planète, il y en a qui vivent réellement le fascisme, dont on parle très peu, et à commencer les Indiens avec notamment Modi, où ce sont des fascismes. Et c'est comme si il y avait aussi cette terreur de vouloir, comme d'habitude, faire le monde. Il y a le Sud et le Nord, l'Occident et l'Orient, et qu'on ne s'occupe pas en fait. Mais sauf qu'on est dans un monde mondialisé. Je veux dire, les laboratoires d'expérimentation du fascisme, on les a vus, et là où ils ont été plus tabassés, c'était en Amérique latine et en Asie. Il y a encore des dictatures fascistes. Au Soudan, ils parlent d'idées fascistes. En Haïti, ils parlent d'idées fascistes aussi. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. On a vu, outre Bolsonaro, c'est le système, en fait, qui leur permet aussi d'exister avec toute cette violence et leur propre milice armée, la complicité des entreprises et des multinationales. Voilà, je veux dire, il y a aussi cette erreur, moi, je trouve souvent, là, de vouloir dire, on est en train d'être trumpéisé. Non, non, la France a été fasciste. Il y a eu toujours un racisme structurel xénophobe qui avait réussi à être atténué et dont les digues ont un peu pété avec cette explosion du libéralisme et des cures d'austérité et de toutes ces thèses que l'on voit arriver, de grands remplacements, d'ennemis de l'intérieur, qui ont fait leur lit et qui fragmentent et fractionnent la population, là où on a, après la Seconde Guerre mondiale, dit qu'il fallait effectivement se retrouver et se relier à nouveau. Et ouais, j'en ai un peu marre aussi d'en voir certains donneurs de leçons à cibler, marginaliser, vouloir responsabiliser. Alors c'est une histoire commune. C'est une histoire commune. Et avant tout, effectivement, je pense qu'on est beaucoup à aussi militer dans d'autres types d'organisations et à dire depuis un moment donné, cette question-là doit être. Sauf que il faut peut-être aussi questionner certains fonctionnements d'organisation qui peut-être a été tellement occupé et tabassé par plusieurs choses qui tombent, hein, par ces politiques libérales extrêmement violentes, de pas réussir à trouver les espaces pour, mais en fait, ça doit être une affaire collective et populaire et prolétaire. Je veux dire, n'oublions pas Papon, ce qu'il a fait quand il était préfet à Oran et quand il est revenu ici, et Sharon, n'oublions pas non plus toute la répression des solidarités internationales, notamment envers la Palestine. N'oublions pas cet épisode des Gilets jaunes. Je veux dire, j'ai l'impression qu'en fait, sur le traitement aussi un peu médiatique de toute cette pachosphère Bolloré, là, il y a un fractionnement qui se fait de vouloir sans cesse segmenter et de créer de l'amnésie. Et ramenons aussi effectivement de l'éducation populaire. Nous aimer vivre ensemble, je veux dire, et ce passé aussi colonial de la France, avec des comportements que l'on voit encore racisés, ou comme tu disais, Mimosa, en 2025, toujours, enfin, je veux dire, voir les centres LGBTQIA+, ou voir une personne parce qu'elle est en train elle se sent bien dans se sent mal dans son enveloppe corporelle et souhaite en changer, ce qu'elle va subir, c'est insupportable. Il y a aussi un manque d'empathie, de véritable empathie et d'humanité, quoi. Et c'est une affaire de tous, en fait. C'est pas juste, effectivement, laisser des organisations porter cette responsabilité-là qu'elle n'a pas, en fait, parce qu'elle apporte quelque chose, mais qui est une affaire collective. Et il y a, je trouve, moi, un grand manque d'éducation populaire, et où, alors, certains ont manqué aussi sur des choses qu'on a pu tous alerter, de choses que nous, on sent venir, si on est militant intermondialiste, internationaliste. Et voilà, je veux dire, moi, j'étais très satisfaite de voir aux États-Unis, il y a eu des entreprises, maintenant plus personne n'en parle, mais oui, il y a eu de l'autodéfense organisée avec des sifflets. Mais c'est parce que c'est de l'histoire vivante de lutte et de fraternité, de solidarité. Et j'espère que ça prendra ailleurs, mais de façon collective. Voilà. Faut pas que ça soit un entonnoir ou qu'on se sente aussi censuré dans notre propre expression, dans notre propre aussi compétence à s'autodéfendre. Moi, j'ai toujours fait de l'autodéfense.
J'ai toujours été dans ces modus-là et je l'ai même réactivé récemment en reprenant des entraînements parce que oui, à un moment donné, on peut nous faire une atteinte physique et c'est juste se défendre sans qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, mais pour repousser la force de l'autre sur l'autre et non pas et se protéger. Parce qu'on peut se faire alpaguer maintenant dans la rue pour un t-shirt, pour un kéfier, pour une image que d'autres ne vont pas supporter. Et là, on arrive à un truc assez dégueulasse. C'est nauséabond tout ça. On voulait parler aussi du climat social lié aux mobilisations. Il y a le 8 mars qui se prépare, la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On a pu voir lors des dernières mobilisations, le 8 mars et le 25 novembre, que le collectif Némésis souvent essayait d'infiltrer les mobilisations. Le collectif Némésis dont on a parlé justement pas mal depuis 10 jours, puisqu'ils étaient à l'origine de l'action de perturbation de la conférence de Rima Hassan à Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du collectif Némésis, mais un peu plus largement de ce qu'on appelle le fémonationalisme? Oui, alors bon, première chose sur la question du concept de fémonationalisme, alors qu'on parle beaucoup, mais un concept qui a été écrit la première fois, en tout cas conceptualisé par Sarah Faris, qui est une marxiste féministe, et qui a été beaucoup utilisé dans la période. Mais en gros, l'idée, c'est simplement que le féminisme est devenu tellement mainstream quelque part que en fait le féminisme est utilisé à des fins racistes, islamophobes, pour que ce soit par les politiques néolibérales. Et on le voit aujourd'hui par l'État, ou que ce soit on va dire par l'extrême droite et plus par des fascistes. Et Némésis, c'est le produit de ça. Et si en fait il y a une telle facilité à Némésis pour exister médiatiquement et aujourd'hui, y compris dans la rue, dans les manifs. Alors, faut relativiser évidemment. Hein, c'est pas massif Némésis. Hein, c'est 5-10 militantes. Encadrées par des services d'ordre de fascistes. Si elles peuvent exister aujourd'hui, c'est ça. Mais si elles ont pu exister médiatiquement et s'il y a un flou, y compris à des moments donnés sur est-ce qu'on les exclut des manifs, est-ce qu'on arrive à les sortir des manifs, c'est aussi parce que le fémonationalisme dans son ensemble, il a imprégné il a imprégné le féminisme. Et pour moi, il y a plusieurs moments à ça. Il y a la question de la loi sur le voile en 2003, du voile à l'école, et ensuite les séquences qui ont suivi autour de la laïcité et la séquence abaya, etc. Mais évidemment, tout ce moment, en fait, où on a une instrumentalisation islamophobe du féminisme au nom, en gros, du droit des femmes. On en vient à criminaliser et restreindre la liberté de certaines femmes. Et donc ça, c'est la première séquence, on va dire, qui a permis ça. Et puis, évidemment, il y a toute la question autour, quand même, de la séquence loi du harcèlement de rue, etc. Et de ce qui en a été dit sur ces éléments-là. Et en fait, aujourd'hui, évidemment que Némésis, personne à gauche ne va dire Némésis sont féministes. Personne ne va le dire. Mais par contre, il faut réussir aussi, nous, dans la gauche, dans le mouvement social, dans le mouvement ouvrier, tout ce qu'on veut, à balayer devant notre porte sur qu'est-ce qui permet aujourd'hui, dans le féminisme, qu'est-ce qui permet aujourd'hui de ne pas avoir été assez clair sur la question du racisme et sur la question de l'islamophobie. Et je pense que aujourd'hui, où on se pose des questions qui sont essentielles, qui est la question de là où on en est, cette séquence politique, la fascisation, comment elle a été permise, comment a été criminalisé le mouvement pro-Palestine. Il faut qu'on arrive à faire le lien entre tous ces éléments-là et à dire, nous, on est résolument, et ça veut dire en acte, un mouvement antiraciste. Ça veut dire ne plus accepter, à mon avis, ne plus accepter qu'à gauche, on puisse réutiliser des thèses islamophobes. Et notamment, par exemple,
je l'ai dit à la première émission, mais quand voilà la dirigeante de la CGT, Sophie Binet, elle dit que la loi de 2003 sur le voile, c'est quelque chose que la CGT continue de défendre. Ben moi, je pense que dans les syndicats, il faut réussir à ce qu'on soit très clair sur cette question, parce que ça nous évitera, et là on comprendra c'est quoi le danger du féminationalisme dans son ensemble, et on évite justement cette espèce de porosité. Il faut que nous, on puisse reprendre le terrain, y compris sur ces questions-là. Et bon, désolé, c'est un peu long, mais je termine un peu autour de cette séquence. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Parce que finalement, c'est la question qu'on se pose tous. Alors nous, les Invertis, on a fait une adresse à toutes les organisations du mouvement social. On l'a publié sur nos réseaux sociaux. On a envoyé là aujourd'hui ou hier soir, je sais plus exactement, une adresse à l'ensemble des collectifs, qui soient féministes, qui soient antiracistes, qui soient antifascistes, qui soient écolos, et aux organisations politiques et syndicales du mouvement social, à l'ensemble, pour dire il nous faut constituer un front antifasciste. Et à mon avis, il y a 2 étapes. Alors, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une manifestation d'ampleur contre l'extrême droite le 21 février. Voilà, mais c'est pas ce qu'on a fait. Mais je pense que c'est rattrapable. Il y a deux moments hyper importants qui vont se passer en même temps que la séquence du municipal. Il y a la question du 8 mars. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment l'ensemble du mouvement ouvrier, l'ensemble du mouvement social va sortir dans la rue le 8 mars et dire le 8 mars c'est une priorité justement face à la fascisation, et dire le 8 mars c'est antifasciste, le 8 mars c'est antiraciste, mais ça veut dire aussi que l'ensemble des organisations se posent la question de l'autodéfense et arrivent à sortir Némésis, ce qui n'a pas été le cas le 22 novembre par exemple, contre les violences sexistes et sexuelles. Et voilà, et essayer d'agir ensemble, y compris quand on a des divergences, mais de dire voilà, là, face au fascisme, on est ensemble. Et évidemment, tout de suite, juste après, il y a la question du 14 mars et de la marche des solidarités. Et on a un moment là où on est le 23 février, on peut se préparer à ces 2 moments et d'arriver à reprendre. Et après, évidemment, ça c'est les 2 moments qui arrivent maintenant, mais après se posent des questions qui sont réelles, qui est comment on va faire là, dans la période, pour reconstituer ce front de manière durable. Et donc ça, à mon avis, ça pose la question de est-ce qu'on est prêt à faire des comités dans les quartiers qui sont antifascistes, un antifascisme large, où on arrive justement à organiser et poser les questions que Alexis posait dans son intervention de l'autodéfense populaire faite par l'ensemble et non pas seulement des petits groupes. Voilà. Désolé, j'étais long. Oui, non, mais t'as raison. Tu as posé la question des 2. T'as pointé les 2 mobilisations à venir extrêmement importantes. De manière peut-être en élargissant un tout petit peu plus au-delà de ces 2 mobilisations. Alexis, on a parlé beaucoup tout à l'heure de la question de l'autodéfense populaire. La lutte antifasciste, elle passe aussi, Mimosa vient de le rappeler aussi, par les mobilisations sociales d'ampleur. Quels sont d'après toi les autres moyens de se mobiliser contre cette montée des idées fascistes? Je pense complètement d'accord avec Mimosa. Il faut que dans toutes les organisations, dans toutes les mobilisations et les luttes, cette question soit posée. On a vu les dernières années cette question venir un peu à partir des Gilets jaunes, mais pas dans toutes les organisations, pas assez. Mais au moins, elle a été posée un petit peu, y compris de manière un peu conflictuelle, en disant vous dans les syndicats, vous posez pas assez cette question. Et moi j'étais d'accord de ce point de vue, avec le fait d'interpeller, y compris en disant attention, là vous êtes en train de faire une bêtise en fait, à pas poser cette question de l'autodéfense, à pas assez être solidaire avec les victimes de la répression d'État, même si les choses ont évolué. Pareil dans le mouvement écolo, les Soulèvements de la Terre là font une pétition qui est plutôt bien, qui est même très bien, que j'ai signé. Il y a ce cadre d'une campagne contre le fascisme, antifascisme, contre Bolloré qui continue. Là, ce que disait Mimosa, c'est très important aussi, ce genre d'appel, et il faut que ça arrive à des choses concrètes. Donc déjà, il y a dire cet antifascisme qui est une lutte existentielle en fait pour notre camp. Elle doit devenir quelque chose de central dans toutes les luttes, depuis tous les secteurs, de manière transversale. Et donc, ça veut dire aussi beaucoup plus de place pour l'antiracisme, beaucoup plus de clarté. Comme tu disais, voilà, nous on fait partie de celles et ceux qui portons ces questions dans nos organisations, mais on est loin, en fait, on est loin d'avoir gagné, en fait, voilà. À la CGT, il y a de plus en plus de personnes qui portent ça, etc. Mais comme tu rappelais, c'est pas du tout quelque chose qui est assez avancé. Il y a encore beaucoup de boulot. Et en fait, sur le féminisme aussi, et sur l'écologie, et sur plein de choses. Et après,
Donc, moi, je pense aussi que le 8 mars et le 14 mars sont des dates importantes. Le 14 mars, je rappelle, c'est contre le racisme, les fascismes et la violence d'État. C'est 3 termes très importants. Il faut que ce soit une grande réussite. Et puis, l'étape d'après, à mon avis, évidemment, c'est un peu facile de dire ça comme ça, mais il faut que ça parte du terrain, des luttes, de rencontres, de coopération sur le terrain. C'est quelque chose qui, pour l'instant, à mon avis, n'existe pas, c'est-à-dire une coalition, mouvement, organisation antifasciste large, avec beaucoup de monde, unitaire, mais sur une base très claire, radicale et combative. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas ça. On n'a pas un lieu où on peut se coordonner, dire les désaccords, etc. Et aussi, agir ensemble, se former ensemble. Et ça, je pense qu'on en a vraiment besoin. Encore une fois, 2027, c'est pas pour dire que tout se joue aussi, évidemment, du tout à l'Assemblée, mais on peut avoir un gouvernement fasciste bientôt. Et là, on va avoir encore un seuil. Et si on n'a pas une organisation / coalition / mouvement comme ça, on sera pas prête et pas prêt. Léonie, tout à l'heure, tu as insisté sur la situation internationale. La question antifasciste, c'est aussi une question internationaliste. Je pense qu'il y a effectivement cette question d'articulation à l'échelle mondiale, faite pour les peuples et par les peuples surtout. Moi, fin mars, je vais me rendre à Porto Alegre pour une conférence internationale antifasciste qui aura lieu donc du 24 au 26 mars, qui rassemble 100 pays du monde. C'était une conférence on appelle ça une conférence, en fait, c'est comme une sorte de forum social antifasciste qui devait déjà avoir lieu en 2024 à Porto Alegre, mais comme il y a eu des inondations, ça a été reporté pour montrer à quel point le Sud et notamment le Brésil était prémonitoire sur des choses qui arrivent. Et donc, ça va rassembler 100 pays. Alors, à la fois, il y a eu, je trouve, cette réussite il y a aussi des États-Unis qui sont très mobilisés. D'ailleurs, l'appel a été publié sur le site de Blast. C'est un moment aussi qui est important parce que déjà de un, c'est tous les peuples qui se retrouvent. Il y aura aussi en fait des partis politiques, des organisations intermondialistes, des personnes qui vont comme moi sans mandat, qui vont parce que c'est voilà, et des organisations syndicales. Et ça va être un moment, je pense, assez fort de se redonner des articulations, sans aucune prétention, mais avec toute humilité, pour pouvoir créer effectivement un mouvement beaucoup plus large, donc international. Et ça fait partie aussi des choses à mener. Moi, ce que je souhaiterais quand même qu'on puisse éviter, c'est que ce soit juste des organisations entre elles qui se parlent. Puisqu'en fait, c'est un mouvement d'ensemble et vraiment de masse, et qu'il faut réussir à impliquer les gens sans qu'effectivement les organisations virent un peu sur le côté que nous on peut connaître et des fois un peu contester, que c'est eux en fait qui vont donner le là. Le pouls, il doit être pris par la population et par les sociétés, par les populations à l'échelle mondiale, parce que nous savons de quoi nous parlons aussi, et qu'il faut aussi retrouver, je dirais, cette souveraineté un peu populaire et de masse prolétaire. Donc en tout cas, il y a déjà cet événement auquel moi je vais participer sur 4 jours, avec des ateliers autogérés où on va effectivement se lier, se relier, se redire des choses, et je pense que ça va donner des suites sur des localités ou sur des territoires. On parle plus souvent de territoires, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est concret et qui va être, à mon avis, assez puissant en termes d'échange et de partage, et qui va aussi lier d'autres choses, le colonialisme, l'agroalimentaire, les accords de libre-échange, tous ces bras armés effectivement je dirais des politiques néolibérales, climato-sceptiques et autres, et en même temps les pollutions aussi qui sont causées par tout ça, et les atteintes faites au peuple et dans leur dignité.
Voilà, parce que personne n'est inégal sur Terre et ça, je pense qu'il faut le dire, le redire. Le dernier truc, c'est, je pense que vraiment, il y a une urgence à tenir les rangs, quoi. Enfin, dans le sens pas du tout négatif, mais dans un sens positif. Il faut qu'on arrive à reprendre la main sur la situation politique. Et je pense qu'il y a vraiment rien qui est inéluctable, quoi. Je veux dire, parce que c'est tentant d'être désespéré et à plein d'égards. On l'est tous à des moments, quoi, quand on voit ça, quand on voit la déferlante, et puis quand effectivement on voit tous les jours qu'il y a une nouvelle agression de l'extrême droite. Mais il faut quand même se dire que c'était pas si loin, qu'on était tous dans la rue massivement, et que eux, ce qu'ils ont pu réunir, c'est 3000 personnes. Donc pour l'instant, en fait, on est majoritaire. Voilà, on est majoritaire, c'est difficile, mais on est majoritaire. Et en fait, il faut réussir à reprendre à la fois le chemin de la rue et des mobilisations sociales, tout en étant clair sur l'antifascisme. On fera pas de l'antifascisme sans avoir un projet politique d'ensemble, et en même temps inversement. On peut pas se contenter de faire un projet politique social sans se poser la question de l'autodéfense, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de l'autodéfense de celles et ceux qui effectivement sont les premiers et premières victimes de l'extrême droite. Et donc ça fait qu'on a du pain sur la planche, et en même temps les choses sont possibles, quoi. Rien n'est inéluctable. La défaite, elle est pas certaine pour l'instant, mais la victoire non plus. Et donc ça nécessite qu'on se donne un petit peu un bon coup de fouet là, tout ensemble, pour essayer de reprendre la rue, de reprendre le terrain. Mais en tout cas, je pense qu'on arrive dans une période où il faut qu'on serre plus les rangs entre nous, y compris avec des désaccords, et il y en a sur les questions de l'antifascisme. Mais ça, enfin voilà. Et un dernier mot, et je m'arrête là-dessus. Voilà, moi j'ai pas toujours été d'accord avec certains groupes antifascistes, mais en tout cas je leur adresse en ce moment en particulier ma solidarité, et en particulier avec les militants et les militantes de la Jeune Garde, et en particulier en solidarité avec Raphaël Arnoux pour ce qu'il subit en ce moment. Tu as rappelé l'importance des mobilisations sociales et le fait qu'on était effectivement des millions dans la rue. Je pense que le plus récent, c'était au moment des mobilisations des retraites, et les idées fascistes ont jamais aussi peu d'audience et d'écho dans les médias que lorsqu'il y a des mobilisations sociales d'importance. Et c'est peut-être notre première arme, c'est d'occuper l'espace social et du coup l'espace médiatique aussi, avec nos revendications, avec nos messages. Donc je vais rappeler, avant qu'on conclue, les 2 dates importantes que vous avez mentionnées tout à l'heure. Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Il y aura des mobilisations dans toute la France. Le 14 mars, la marche des solidarités, qui, je le rappelle, est tout départ à l'initiative de collectifs de sans-papiers, qui sont les premières et les premiers victimes aussi de cette montée des idées fascistes et de la violence d'État. Je rappelle aussi qu'il y aura les élections municipales le 15 mars et le 22 mars, qui sont aussi des moments où on peut avoir un impact. J'en profite du coup aussi pour souhaiter bon courage à Nastéo, qui a dû nous laisser justement pour un rendez-vous il y a quelques minutes, et à Omar, qui sont tous les 2 candidats sur des listes aux élections municipales. Du coup, je vous remercie toutes et tous, et puis on se retrouve dans un mois pour l'épisode 3. À Merci, bientôt. au revoir. Salut tout le monde. Bientôt tout le monde.